Bonjour à tous, voici une démonstration du framework Alembic que j'ai récemment mis en open source sur GitHub et dans lequel je partage un ensemble de composants Node-RED que j'utilise depuis des années. Node-RED, c'est une plateforme low-code que j'utilise sur de nombreux projets, tels que mon miroir connecté, lors de ma veille, bien sûr avec Sarah, et tout plein d'autres sujets de chatbot pro ou perso. Ce framework a deux grandes composantes que l'on va retrouver par ici, qui sont d'un côté une interface web qui est dirigée par un protocole WebSocket, protocole qui fonctionne aussi avec tout ce qui est device ESP32 pour que l'électronique communique avec le web, et une encapsulation des services Azure et surtout Azure OpenAI avec ChatGPT. L'idée de pouvoir connecter des LLM avec des interfaces web ou avec de l'ESP32. Si vous avez suivi l'installation, vous devriez retrouver ces briques en bleu sur la gauche, ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Node-RED, vous allez comprendre que le fonctionnement est extrêmement simple. Vous avez un ensemble de nœuds qui vont vous permettre de faire du code par procuration. Et par moment, vous allez pouvoir rédiger du JavaScript. Dans notre exemple, on va utiliser des briques standards de Node-RED pour créer un endpoint sur demo.html. Dedans, on va rédiger le HTML que nous allons retourner. Et nous allons retourner ce HTML. Par défaut, il n'y a rien, donc ma page est blanche. Si je dis strong hello fin strong, on termine, on déploie et on rafraîchit, et bien je vais avoir en gras hello. J'ai retourné du HTML, c'est la base de Node-RED et nous allons voir comment nous allons enrichir cela avec des briques custom. Nous venons de remplacer notre brique template par une brique WebChat qui va automatiquement générer tout ce qui est nécessaire comme HTML pour le WebChat. Si je rafraîchis mon navigateur, mon WebChat apparaît. En réalité, cette brique est configurable et va proposer tout un ensemble de paramètres. Déjà, tout ce qui est génération de HTML, de JavaScript et de CSS est mis en cache, d'où une option pour surcharger ou pas le cache. On peut lui mettre un titre, un body, un CSS, un JS, l'URL du WebSocket et tout plein d'autres paramètres. En fait, cette brique est un subflow dans lequel on a fait beaucoup de travail pour vous et facilité la conception du WebChat. Et cette brique utilise une sous-brique qui s'appelle WebTemplate, qui propose encore plus de choses pour pouvoir générer des pages web avec la mécanique de protocole WebSocket que j'avais mis en place sur le framework. Donc comme ça, vous n'avez pas à vous soucier de tout ce qui se passe et vous avez juste simplement à déclarer cette brique pour un WebChat ou la brique WebTemplate si jamais c'est du HTML autre. Cette brique, on va un petit peu l'améliorer en mettant du HTML custom et du CSS custom autour du WebChat. Parce qu'en général, un WebChat est intégré dans un outil, une page web, qui va nous permettre de travailler avec le WebChat en collaboration, comme si c'était un cobot. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai rajouté ces briques et on va voir ce que ça donne. Je rafraîchis ma page. Dans cette page, qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre démo.html, en fait, on a pu décider de garder le header et le footer qui ont été générés par la brique, le WebChat qu'on a décidé de positionner là, donc c'est tout le HTML qui est contenu dedans, et on a décidé de mettre un div header, qui est l'image d'Alembic, ainsi qu'un paragraphe d'introduction, avec du Lorem Ipsum dedans. Côté CSS, on peut restyliser complètement le style global de la page, c'est du CSS classique, et on a déclaré le style de notre header et de notre intro, et on a décalé le container d'un petit peu vers le bas. On peut faire vraiment ce qu'on veut, c'est de la customisation de HTML par rapport au template. Quelques briques supplémentaires, comme je vous l'ai expliqué, la page web, quand elle se connecte, en fait, elle va générer un identifiant unique et se connecter en WebSocket au serveur. Donc il nous faut un point d'entrée WebSocket et un point de sortie. Cette brique WebSocket Manager va être en charge de gérer tout le protocole WebSocket. Sachant que dans le protocole WebSocket, il y a une logique de ping-pong pour garder la connexion toujours activée, une logique de ready pour prévenir quand c'est la première fois que la page se connecte, et ensuite des protocoles un petit peu plus custom pour gérer les web chats en spécifique, mais aussi les appareils ESP32, et puis tout ce qui vous vient à l'imagination. La partie web chat, en fait, on a juste créé un lien qui va se connecter et qui va répondre un message à l'utilisateur avec une brique spéciale message, brique spéciale pour le web chat. De l'autre côté, on a un espèce de hack qui permet en fait de pouvoir répondre par le WebSocket depuis n'importe quelle brique de chat. On va pouvoir tester dès maintenant.
Si je dis bonjour, Hello world. j'ai une réponse directement Hello World. Et voilà, nous avons notre premier web chat qui est statique vu qu'il n'est capable de répondre que Hello World. Et ce Hello World est déterminé ici avec le texte. Et d'ailleurs, pour ce genre de message, il y a toujours un identifiant unique qui va être envoyé, qui va permettre de traquer le message. Comme on est en WebSocket, ce n'est pas qu'une question de requête-réponse. On peut directement envoyer un autre message à l'utilisateur si on connaît son identifiant de client. Si je clique là, Hello world. je relance un message Hello et world. je le fais autant de fois que je veux. Maintenant, nous allons intégrer un LLM à notre web chat afin d'avoir un web chat qui réponde et qui soit dynamique. Pour cela, rien de particulier, on a toujours notre connexion. On a un filtre sur le client int qui doit être démo, qui a été fourni préalablement ici dans notre web chat en tant que int. En gros, ça sert si vous avez plusieurs web chats en parallèle sur votre Node-RED à distinguer quel est le web chat de démo par rapport aux autres. S'il passe le critère, ensuite on va avoir un prompt dans lequel on va donner toutes les règles du LLM, j'y reviendrai par la suite, notre brique LLM et notre résultat. Je reviens sur notre prompt, qu'est-ce qui se passe? On lui dit tu es un assistant IA, tu réponds proprement aux questions, tu rajoutes toujours sur tes réponses un piment et tu vas répondre au format JSON avec le texte, la partie speech et la partie data. On distingue la partie speech et la partie texte pour avoir une réponse plus courte sur la partie speech. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas forcément la même chose que ce qui est écrit dans le web chat. Nous allons pouvoir tester rapidement. Donc je vais sur mon web chat et je dis bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu le message WebSocket, on l'a bien routé vers la partie web chat, on est rentré, c'était bien le int démo, on a mis en place le prompt et on a interrogé la brique web chat pour obtenir un résultat. Et si je masque cette partie-là et qu'on regarde le résultat, en fait, dans la réponse texte, on a mis le texte, dans la réponse speech, on a mis le speech. Les briques de message sont capables d'interpréter les chemins JSON de Node-RED. Ensuite, on a affiché aussi le résultat et en fait, il faut savoir que les grosses briques bleues du framework en général génèrent un gros objet avec toutes les informations dedans. Donc vous avez le prompt qui est système, des informations de debug, la réponse qui a été donnée, donc avec le texte et le speech, l'ensemble du chat qui a été envoyé, le résultat brut et tout un ensemble d'autres informations qui vont vous permettre de débugger et de comprendre comment ça se passe. Du côté de notre brique LLM Chat, en fait, c'est une brique qui va gérer toute la communication web chat. Elle a tout un ensemble de configurations qui se basent sur des variables d'environnement. Donc le modèle, la clé, le endpoint, les données d'utilisateurs qui viennent par le chat. Est-ce qu'on fait du streaming ou de la query? Moi, je considère que la query, c'est quand même mieux, sauf dans des cas vraiment particuliers. Et puis d'autres informations que l'on verra par la suite. Ce chat, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va gérer tout l'historique de la communication et il va encapsuler une autre brique qui est OpenAI, qui est la vraie brique qui va interroger le moteur OpenAI. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'on a un protocole de communication qui est le chat, sur lequel il va falloir gérer l'historique client quand on a plusieurs utilisateurs, et il va être en charge de tout ça, plus fournir des fonctionnalités supplémentaires qu'on verra par la suite. Si j'édite cette brique OpenAI, on voit qu'en dessous, en fait, on a toute la mécanique qui va permettre d'interroger OpenAI, que ce soit en mode query ou en mode stream. Et en fait, de manière sous-jacente, si j'ouvre la partie, on va dire, query, c'est bêtement du JavaScript avec l'appel de la fonction de la librairie OpenAI, Azure OpenAI plus précisément. Donc il n'y a rien de magique, c'est juste une facilitation pour pouvoir appeler simplement un web chat ou la brique sous-jacente si vous avez des usages qui ne sont pas du web chat, mais simplement besoin d'appeler un LLM sur des données bien spécifiques. Dans l'API d'Azure OpenAI, il est possible de brancher des fonctionnalités sur un LLM. Le principe, c'est qu'on dit au LLM, tu es maintenant capable de faire telle action. Si tu as besoin de faire cette action-là, interroge-moi et je te répondrai. Par défaut, sur la brique LLM Chat, on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis en place la possibilité de faire des recherches Bing si jamais on fournit une clé d'API.
de générer des images DALL-E 3 si on fournit une clé d'API, ou d'aller scraper une page web pour obtenir le contenu principal. On va voir comment ça fonctionne. Typiquement, si je lui dis « Cherche sur Internet le nombre de médailles obtenues pour la France au JO 2024 », il va chercher, consolider, Piment, Et la mon- France a remporté 64 médailles au JO 2024, dont 16 d'or. et obtenir le résultat. Au passage, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a des liens web, parce qu'en fait, le LLM va nous retourner du Markdown, donc parfois il retourne des images, et le web chat est capable d'interpréter notamment le Markdown, mais aussi le code. Si jamais vous posez des questions de code, il y a un éditeur de code qui va afficher l'information. C'est des fonctionnalités que vous avez en standard sur OpenAI, que j'ai rajouté sur ce web chat qui fonctionne avec Azure OpenAI. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, je vais faire disparaître ma fenêtre et on va aller voir dans le chat. En fait, on a une clé Bing qui est disponible, qui est dans les variables d'environnement. Donc les variables d'environnement, pour rappel, c'est si vous êtes sur un onglet, ici, vous avez la possibilité de définir des variables d'environnement. De la même manière, vous pouvez aussi définir des variables d'environnement globales dans les settings de Node-RED. Dans environnement, vous pouvez définir toutes vos variables d'environnement et les réutiliser dans votre flow, et elles seront stockées de manière sécurisée. Donc maintenant, si je retourne dans mon chat et que je vais voir ce qui s'est passé, en fait, on a déclaré un tool de search où on lui dit tu es capable de faire une requête sur un moteur de recherche en ligne et j'ai besoin d'avoir la requête affichée. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fonction, donc la brique OpenAI a retourné un tool qui a appelé la brique Bing, qui a fait deux choses. La première chose, c'est retourner un message « Je suis en train de faire une recherche » et en parallèle, faire la requête de recherche. Ensuite, on a obtenu le résultat qu'on va retourner au LLM avec un appel magique de callback. Et on envoie aussi un autre message qui dit « ça y est, je consolide mes résultats », toujours pour faire patienter l'utilisateur. Ces messages sont un petit peu particuliers, ce sont des messages système, c'est un choix, on pourrait imaginer des tonnes de types de messages. C'est un message transitoire qui va s'afficher le temps d'avoir la vraie réponse, qui est la réponse côté utilisateur. Donc voilà comment ça marche pour générer des tools. Ceux-là sont en standard, mais on va voir comment rajouter un custom. Donc cette fois, on a rajouté quelques briques supplémentaires. Une brique où on va déclarer derrière notre prompt un tool ou une fonction qui s'appelle démo, qui va virtuellement lancer une démo et retourner le résultat. Elle demande une chaîne de caractères en entrée qui est le nom de la démo. Et si jamais on est appelé derrière, donc on va considérer qu'on est appelé systématiquement, on va récupérer l'argument que nous passe le LLM, à savoir le nom de la démo qu'il aura décortiqué de la phrase de l'utilisateur. Et on va faire deux choses. On va dire qu'on affiche la démo, en gros le payload qu'on a prévu avant, en message système. Et on va répondre que la démo a fonctionné parfaitement. Exécute la démo alambic. La démo a fonctionné parfaitement. Donc on a vu qu'en transitoire, il a dit exécuter la démo alambic. Et après, il affiche le message qu'on lui a retourné, remis à sa sauce avec le piment devant. Alors c'est un point très important qu'il faut comprendre sur l'architecture des LLM. Chaque fois que vous avez des outils, l'information passe une première fois dans le LLM qui décide d'utiliser un ou plusieurs de vos outils. Potentiellement, il peut décider de faire 4 requêtes HTTP. Et en fonction de la réponse va être renvoyée dans le LLM, car on est sur une architecture stateless. Et donc, vous allez repayer des tokens pour analyser cette nouvelle réponse avec ce contenu enrichi. Donc, c'est important de faire attention à ce que vous faites, parce que si vous faites discuter des LLM avec plein d'outils secondaires, à chaque fois, il va y avoir des allers-retours, et donc vous allez payer un certain nombre de tokens, et ça peut très vite monter. Alors, pour faire la blague, on va tester la génération d'images. Génère-moi une image avec une grande licorne. Donc là, c'est le LLM qui demande la phrase avec Majestic Landscape. Donc c'est lui qui a décidé comme ça. Le prompt a été révisé par DALL-E, qui a fait un prompt plus Voici une large. grande licorne dans un paysage majestueux.
et on a notre image qui est générée. Notre image, comme on est sur du Markdown, s'intègre parfaitement dans le navigateur et il nous a refait une phrase qui est basée sur la révision du prompt de DALL-E 3. Ça ne change pas que les images DALL-E sont très moches, mais c'est possible. Par ailleurs, ce n'est pas encore disponible dans le framework, mais j'ai déjà intégré Midjourney pour pouvoir être interrogé depuis un Node-RED. Et donc on pourra avoir, pareil, d'autres images qui soient générées avec des outils tierces. Nous venons de voir qu'il est possible de faire un web chat en 5 minutes avec quelques briques Node-RED. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'un web chat tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir interagir avec ce web chat de manière à pouvoir modifier l'outil dans lequel on travaille. Typiquement, le principe de Copilot, c'est que vous éditez dans Excel quelque chose et derrière, Copilot va vous aider à saisir de l'information directement dans Excel, prendre la main. C'est un peu la même logique qu'il y a ici. Et en fait, la customisation peut être vraiment poussée à l'extrême. On peut vraiment modifier complètement la page web. Là, pour des raisons de simplicité, je vais vous montrer une démo beaucoup plus simple où on a encore modifié notre HTML de manière à avoir un rendu avec un avatar 3D qui va parler. Je vais rafraîchir ma page. Et j'ai mon avatar qui apparaît. Si je lui dis bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fait grand-chose de magique. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit div avec un container qui est un canvas et j'ai rajouté des librairies JavaScript pour intégrer Three.js, qui est un moteur de rendu 3D, avec une petite librairie qui est par défaut pas activée, qui permet de piloter un avatar 3D. Quand j'envoie un message, non seulement j'ai la vocalisation qui se fait, mais en fait, cette petite librairie récupère l'information et décide par elle-même de dire « Ok, bah moi je vais faire le lip sync et je vais faire les mouvements ». Il s'avère que la librairie Azure Text-to-Speech refournit l'audio, mais aussi ce qu'on appelle les visèmes. Les visèmes, ce sont la prononciation labiale des phrases qui sont faites et qui sont temporisées. Ce qui fait qu'en parallèle de l'audio, en fait, on peut faire bouger la bouche et qu'on peut déclencher plein d'autres actions. Voilà, c'est un exemple de customisation où cette fois on met un peu de 3D dans la page, ce qui montre qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mais on va pouvoir aller aussi encore plus loin. Imaginons maintenant que vous vouliez modifier carrément le contenu de votre page web. Imaginons par exemple que vous créez un SWOT, donc avec les forces et les faiblesses autour d'une entreprise, et donc vous allez discuter avec le web chat, et il va vous fournir de l'information dans sa partie de chat. En fait, ce que vous voulez, c'est alimenter le contenu, tout comme Copilot va alimenter un fichier Excel, un fichier Word, un fichier PowerPoint. Pour cela, on a rajouté dans notre prompt des informations supplémentaires. Ce que l'on demande, on lui dit, dans la réponse finale, je veux que tu me fournisses un objet JSON dans le champ data. Et il y aura un champ qui sera poème, et ce champ poème contiendra la réponse textuelle avec 2 strophes en alexandrin. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir le texte, le speech et cet objet data en réponse. En plus, au moment de notre réponse de chat, on va avoir notre résultat, et donc on va le vocaliser, ce qui est normal. Et on va pouvoir utiliser une brique event, qui est une sous-brique de la brique de chat, qui permet d'envoyer des événements à la page web via le protocole WebSocket. Concrètement, elle va envoyer l'objet data avec un nom qui va être ws2.poem, donc un message custom qui va être fait. Du côté du client JavaScript, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit JavaScript custom qui va dire bah moi j'écoute tous les WS poèmes et je vais gérer le message. Ce message, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va le recevoir, on va l'afficher dans la console, et puis on va remplacer notre paragraphe d'intro au début par le poème. Et puis retourner qu'on a fait le travail. Cette communication WebSocket, elle est asynchrone. Ce qui veut dire que d'un côté, on fait le travail et ensuite on dit qu'on a fini le travail. C'est très important pour pouvoir gérer tous les événements de type les animations sur le miroir ou le vocal, parce que ça prend du temps. Et donc si on enchaînait directement toutes les actions, on aurait une collision de toutes les actions. Alors que là, quand on dit ça y est, j'ai fini, ça permet d'enchaîner la suivante et d'avoir quelque chose de plus fluide. Il y a une logique d'acknowledge de l'action qui a été faite côté client.
Et donc maintenant, on va pouvoir essayer de lui demander un truc un peu plus tordu. On va lui demander de faire une recherche sur la météo à Paris. Il cherche, il consolide. Actuellement à Paris, le temps reste incertain avec des températures de 13 à 16 degrés. Pour plus de détails, consultez Météo France ou la chaîne Météo. Et donc, il nous a bien affiché l'information et il nous a fait son alexandrin où on a remplacé le texte. Donc techniquement, il pourrait tout à fait, si on lui demandait par exemple un SWOT sur une entreprise ou ce genre de choses, il pourrait nous remplir les 4 champs force, faiblesse, opportunité et menace. Et on pourrait imaginer une interface web avec ces 4 éléments et le faire. C'est ce que j'ai fait sur un autre outil de chatbot qui génère un KYC, Know Your Customer, où on remplissait un certain nombre d'informations autour d'une entreprise juste en faisant des recherches sur le web. Voilà ce genre de choses que l'on pourrait faire. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon des possibilités de Alembic. Je n'ai pas présenté toutes les briques. Il y a des briques qui vont vous permettre de faire du RAG, c'est-à-dire interroger des documents volumineux en les découpant en petits morceaux, ce qu'on appelle des chunks, et en allant calculer leur embedding, donc leur valeur sémantique. Ensuite, il suffira de mettre un tool, comme on l'a vu auprès du LLM, qui va aller faire une recherche sémantique dans ces PDF. C'est un exemple. Une autre manière de faire, ce serait d'interroger Azure AI Search, qui pourrait faire une indexation beaucoup plus forte de tout un SharePoint ou de toute une grosse volumétrie de documents pour pouvoir aller en extirper de la connaissance bien spécifique. Pourquoi on fait du RAG ? Parce que le prompt a une certaine limite suivant les modèles et on ne peut absolument pas mettre des gros documents PDF dedans. Et après, the sky is the limit. Vous pouvez imaginer énormément de choses. Si vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de chatbot à développer dans votre entreprise, que ce soit des expérimentations à petite échelle sur un cas d'usage bien spécifique, souvent c'est comme ça que l'on commence, ou des gros déploiements à des plus grosses échelles. À ce moment-là, il existe d'autres frameworks, d'autres manières de faire pour pouvoir être encore plus scalable. Par ailleurs, on vient de voir la partie technique, mais il est très important de garder en tête que lorsque vous faites un projet d'IA, de chatbot ou autre, il est très important de regarder les autres périmètres, à savoir au niveau du bot, si jamais c'est un bot, quelle est son identité, comment il va répondre, sur quel ton, de quelle manière. Si c'est un LLM, quelles sont les sources de données ? On a parlé RAG, mais ça pourrait être différentes sources sur différentes bases de données. Il y a plein de choses à creuser. Et enfin, la partie expérience utilisateur. Comme je vous ai dit, c'est un propos d'interface. Est-ce qu'on se branche à un Teams ? Est-ce qu'on se branche à un WhatsApp ? Est-ce qu'on se branche à une interface web ? Et de quelle manière ça va aider l'utilisateur à prendre en main ce bot sans avoir un côté réfractaire au changement. En plus, il y a tout un discours à tenir sur les enjeux légaux. Je travaille avec des partenaires qui sont spécialisés du droit et de l'innovation, qui peuvent vous aider sur ces parties-là, sur la propriété des données. Et il y a tout un volet aussi sur l'accompagnement au changement. Parce que très souvent, les gens se braquent et se disent « Ah là là, mon métier va être remplacé, comment ça va se passer ?» Et enfin, sur tous ces projets-là, au début, ne jamais mettre l'IA directement en front de l'utilisateur, mais que ce soit une IA qui accompagne les utilisateurs pour éviter des débordements, des hacks et tout autre problème de cybersécurité. Je vous remercie de votre écoute.